Bonjour, donc je me présente, je suis Catherine Sec, je suis déléguée générale de l'association Excellence Végétale, dont la mission est de développer les signes de qualité en horticulture, tous les signes de qualité officiels et interprofessionnels, j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, donc aujourd'hui nous avons par exemple un label rouge sur Dahlia, bientôt un label rouge sur Rosier, etc. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une tendance qui affecte tous les produits de consommation, mais vous verrez que l'horticulture est loin d'être épargnée. C'est un phénomène qui s'est amplifié au cours des dernières années, ça fait 10 ans. Et en fait, on parle maintenant de consommation méfiante. Vos consommateurs, vos clients sont devenus méfiants par rapport aux produits en général. Il y a des bonnes raisons à cela et je vais vous les rappeler, vous comprendrez. Et par rapport à cette attitude un petit peu de suspicion, c'est peut-être le terme est un petit peu fort, mais en tout cas de crainte, il faut réagir et proposer des choses nouvelles pour les rassurer et qu'ils fassent les bons choix. Aujourd'hui, 69% des Français, c'est-à-dire plus de 2 Français sur 3, pensent que la qualité des produits s'est dégradée, alors que globalement c'est faux. Et 54%, plus de la moitié, pensent que cela va continuer. Alors, qu'est-ce qui fait que nous en sommes arrivés là? En fait, depuis 1980, nous avons connu pas mal de scandales alimentaires que je vais vous remémorer parce que quand on se rappelle de tout ça, on comprend que aujourd'hui, ça a des incidences assez importantes. Le premier scandale alimentaire, c'était en 1986. Tout le monde se souvient de la vache folle, donc cette maladie qui atteignait le système nerveux des vaches. Il y a eu à l'époque 200 000 bovins qui ont dû être abattus, des troupeaux entiers, des familles d'agriculteurs complètement ruinées. Et quand c'est passé à l'homme, ça a provoqué la maladie de Creutzfeldt-Jakob, voilà, avec toutes les conséquences sanitaires qu'on connaît. Ça a duré 10 ans quand même. En 1999, contamination à la dioxine. Donc ça nous est arrivé par les volailles, ça a été transmis aux œufs, on en a retrouvé ensuite dans la mozzarella. C'est un produit, la dioxine, qui est cancérigène. Et ce problème a atteint une bonne partie de l'Europe, pas seulement la France. 2003, c'est la grippe aviaire. Donc ça nous vient d'Asie. La grippe aviaire, ça a provoqué l'abattage de millions d'animaux. On a eu énormément peur parce que c'est un virus qui pouvait être facilement transmis à l'homme. On a cru qu'on aurait des centaines de milliers de morts au niveau humain. Ça s'est limité à 240 morts, mais quand même. Et ça a touché l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique, donc quasiment tous les continents. 2008, là, c'est le lait maternel frelaté. C'est-à-dire que là, ça aussi, ça vient de Chine. Pour vendre le lait plus cher, on complétait le lait avec de la mélamine qui l'enrichit en protéines. Ça ressemblait du coup au lait maternel. Le problème, c'est que là aussi, c'est un produit très toxique. Ça a provoqué la maladie de 300 000 enfants. Il y a 6 bébés qui sont morts. Donc là aussi, un grand émoi au niveau de la population, on en a beaucoup parlé. 2011, les graines germées, donc rappelez-vous, épidémie de gastro-entérite virulente avec là encore des morts, 40 morts. On pensait au début que ça venait des légumes, donc les producteurs de concombres, les producteurs de salades et de tomates s'en souviennent parce que plus personne ne voulait acheter de légumes et en fait ça venait des graines germées. Alors là, on arrive dans les choses peu ragoûtantes. L'huile de caniveau, 2011, là aussi une innovation asiatique. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé un procédé pour récupérer l'huile de caniveau, l'huile usagée en fait, et la repasser en huile pour l'alimentation. Ensuite, 2011, le porc transformé en bœuf. Donc là aussi, les Chinois, très ingénieux, pour vendre leur porc plus cher, ils voulaient le faire ressembler à de la viande de bœuf. Donc pour cela, ils le traitaient avec une matière qui s'appelle le borax. Ça lui donnait l'aspect et le goût de la viande de bœuf. Problème, c'est un produit hautement cancérigène là aussi. On sait que 5 grammes de borax tuent un enfant et des analyses ont montré que sur certains morceaux de viande, on avait près de 4 grammes par kilo.
2013, c'est l'affaire Spanghero. Donc l'affaire Spanghero, donc la viande de cheval au lieu du bœuf, hein, dans les hamburgers et dans plein d'autres plats. On en a pas mal parlé parce que des grandes sociétés ont été concernées, comme Findus, comme Picard, également des grandes marques de distributeurs. Donc ça aussi, ça a fait pas mal parler dans les médias et c'est assez proche de nous. Mieux encore, en 2013, les tartelettes Ikea aux matières fécales. Je vous disais que j'avais gardé le meilleur pour la fin. Donc, quand on s'est rendu compte, effectivement, quand Ikea a rappelé ses produits, eh bien, il s'était quand même déjà commercialisé 6000 parts de tartelettes en Europe, avec ces fameuses matières fécales. Donc, voilà. Ça dissuade d'en manger. Et en 2013, pareil, un négociant de Narbonne, je crois, s'amusait à récupérer des chevaux de laboratoire qui étaient utilisés notamment par le laboratoire Sanofi Pasteur pour faire des essais scientifiques et il le remettait dans le circuit alimentaire. Voilà. Donc bon, tout ça pour dire, hein, on oublie avec le temps, mais quand on se rappelle de tous ces événements, on comprend qu'aujourd'hui quand même les consommateurs, du coup, ils se méfient et jamais autant qu'aujourd'hui ils n'ont lu les étiquettes pour avoir des informations sur les produits qu'ils achètent. Là, je vous ai parlé des problèmes alimentaires parce que ça concerne chacun d'entre nous très directement, mais tous les secteurs sont concernés. Aujourd'hui, on sait qu'il y a encore 60% du bois exotique qui est vendu en France, qui est d'origine illégale, avec tous les problèmes de déforestation que ça occasionne. Bon, là aussi, c'est un vrai problème. L'horticulture n'est pas épargnée, c'est ce que je vous disais en début d'exposé. Je vous rappelle deux éléments simplement. En 2008, un contrôle de la direction des fraudes et de la concurrence en jardinerie met en évidence que près d'un tiers des bulbes et des rosiers vendus en jardinerie présentent des problèmes de conformité variétale et de qualité. Vous achetez un dahlia rose, enfin rose sur le packaging, vous le plantez, il est blanc, enfin bon ça, tout le monde a connu ce genre de mésaventure, bon, c'est juste pas normal. En plus, ça a été relayé par 60 millions de consommateurs, encore une fois, donc avec tous les dégâts derrière que vous pouvez imaginer. Plus récemment, l'année dernière, Greenpeace a mené une opération. Donc cette ONG a envoyé des équipes acheter des plantes en jardinerie. Alors, pas en France, on n'a pas été concerné, je crois. Là, l'exemple que je cite est hollandais. Ils ont acheté 69 plantes dans 3 jardineries intratoines. Et sur ces 69 plantes, 68 présentaient des traces de pesticides, 79 pesticides différents, dont certains illégaux, interdits d'utilisation. Et là aussi, la télévision a relayé ça avec toutes les conséquences au niveau de la fréquentation des jardineries derrière que ça présuppose. Alors, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont de moins en moins connaisseurs en jardinage. Hein, on a perdu cette connaissance de la nature avec le transfert des campagnes vers les villes et puis maintenant des générations entières de personnes qui ne sont nées que dans les villes, donc qui n'ont jamais eu de grands-parents ou de jardin pour faire un peu leurs expérimentations et leurs découvertes. Donc ils n'y connaissent rien, ils vous posent des questions aujourd'hui qui sont hyper basiques. En même temps, ils reçoivent des informations de la part des médias un peu alarmistes, un peu... voilà. Donc, c'est complètement anxiogène comme situation. Hein. Ils ne connaissent pas, ils ont des informations où on leur dit qu'attention, il peut y avoir même des produits toxiques dans les plantes. Bon, tout ça fait qu'aujourd'hui, ils se méfient. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, le prix ne reste pas la préoccupation majeure des Français. On est en pleine crise, le pouvoir d'achat a beaucoup baissé. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour près de 2/3 des Français, quand ils achètent quelque chose, ils regardent le prix. Ça, c'est une réalité. En même temps, ce qui est complètement intéressant de regarder, c'est que tout de suite derrière, vous avez la recherche de la qualité qui arrive. Pour la moitié des gens, c'est quelque chose d'important. Et quand même, on voit de plus en plus de personnes dire qu'elles refusent de faire des arbitrages entre le prix et la qualité. Oui, elles veulent faire une bonne affaire, mais non, elles ne veulent pas que ce soit une qualité inférieure. Voilà, donc aujourd'hui, ça devient un peu compliqué, on veut les deux. Par rapport à tout ça, effectivement, vous, en tant que producteur ou distributeur, il faut que vous réagissiez et vous avez des éléments à votre disposition pour cela.
Donc pour aider vos clients à choisir, parce que le problème aussi, je vous disais, vos consommateurs ne connaissent pas le jardinage. Quand vous êtes dans une jardinerie, vous présentez un rosier par exemple en racines nues ou conditionnées, sans feuilles, sans fleurs, sans rien, ou un tubercule de dahlia. Il faut que le consommateur imagine ce que ça va donner ensuite dans son jardin. Et ça, aujourd'hui, il a du mal parce qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc, comment fait-il pour choisir son produit? Il lui reste le packaging. Alors, aujourd'hui, pour lui dire que votre produit il est d'une qualité supérieure à un autre, il va falloir travailler sur votre packaging et vous avez à votre disposition des signes de qualité qui vont lui parler à ce consommateur, qui vont lui dire, voilà, ce produit, il est meilleur qu'un autre, prenez celui-là. Alors, à côté de ça, il existe aussi un peu aujourd'hui, malheureusement, une pléthore de signes de qualité sur le marché parce que tout le monde s'est un peu engouffré dans cette voie. Et il s'agit donc de bien choisir les signes de qualité que vous allez mettre en avant. Vous avez globalement 3 signes de qualité aujourd'hui. Vous avez d'une part les marques privées, en grande distribution sur les produits alimentaires notamment. Vous connaissez tous les produits, donc élus produits de l'année, saveurs de l'année. Donc ça, ce sont des démarches qui sont complètement privées, marketing. Voilà, avec quel contrôle, on ne sait pas trop. C'est fait en interne au niveau des entreprises. Idem pour la démarche Carrefour engagement qualité. Vous avez aussi maintenant le développement de marques régionales comme Produits en Bretagne. Vous en avez d'autres. Voilà. Alors quels sont là aussi les contrôles qui sont faits sur le terrain? On ne sait pas trop. C'est chacun qui décide un peu ce qu'il fait. Ensuite, vous avez des labels interprofessionnels qui ont été décidés par l'interprofession et reconnus par les pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, vous en avez 2, et je vais revenir dessus après, c'est Plantes Bleues et Fleurs de France, qui est inauguré en ce moment même par le ministre en bas du salon. Et puis, vous avez des signes de qualité officiels qui ont été créés par l'État, dont le label rouge ou l'IGP, qui, eux, font l'objet de contrôles extrêmement sévères, et je vais également vous en parler. Qu'il soit de marque privée, interprofessionnelle ou officielle, le label doit apporter une réelle garantie aux clients. Aujourd'hui, c'est important de parler vrai à votre client. Attention aux déceptions, ça peut être dramatique. Les réseaux sociaux, l'ancien bouche à oreille, voilà, maintenant c'est les réseaux sociaux qui s'en chargent, ça va très très vite. Un client qui est mécontent, il le dit autour de lui, beaucoup plus que l'inverse. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs à ce propos le site boycott.com, qui fait l'objet également d'une application sur smartphone. Sur ce site, les consommateurs, donc vous, moi, n'importe qui, s'ils trouvent qu'un produit ne défend pas des bonnes valeurs ou est trompeur, enfin, s'il est mécontent d'un produit, il peut lancer une campagne de souscription pour qu'on boycotte ce produit. Les exemples aujourd'hui, l'action qui a le plus de signatures, c'est par exemple les OGM. Les OGM, vous avez aujourd'hui une campagne de boycott qui a déjà recueilli 400 000 signatures. Vous avez Nutella, les produits à base d'huile de palme. Monsanto, 150 000 signatures contre Monsanto, les produits Monsanto. Vous en avez une contre les fast-foods. Enfin voilà, n'importe qui peut lancer sa campagne. Et aujourd'hui, 60% des Français sont prêts à boycotter une marque en disant non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, et je le dis à mes amis. En fait, on arrive au bout d'un modèle de consommation. Les Français semblent vouloir réagir. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on consommait, on surconsommait, on jetait. Voilà, on était un peu dans cette mouvance, on se faisait plaisir et on ne se posait pas trop de questions. Maintenant, les gens veulent une consommation de plus en plus responsable. Avec toutes les préoccupations environnementales et d'autres. On a pris conscience qu'on avait aussi un pouvoir en tant que consommateur. On veut le faire savoir et on veut faire des choix. Donc j'ai repris là la citation du directeur d'une agence qui s'appelle Ethicity Greenflex, qui fait des études assez intéressantes sur la consommation. Gilles de Groot nous dit « Le mouvement vers une société plus responsable est en marche ». Ça, c'est une réalité, c'est une tendance de fond. C'est une chance et une opportunité pour toutes les entreprises qui veulent rejoindre le mouvement. Inutile d'aller contre, c'est comme ça, il faut faire avec. Et de toute façon, quelque part, c'est quand même pas mal.
Donc au niveau des entreprises, en tant que chef d'entreprise, il faut accompagner ce mouvement, jouer la transparence, l'honnêteté, voilà, et mettre en marché des produits qui ont des vraies valeurs. Le végétal n'échappera pas à cette tendance comportementale. Les entreprises qui font des efforts pour produire des plantes de la meilleure qualité possible sont dans la bonne voie et ont tout intérêt par contre à le faire savoir. Parce que je prends l'exemple du géranium. Aujourd'hui, les géraniums, vous en voyez plein sur les tablettes d'EMAF. Vous en avez du haut de gamme. En tant que consommateur, la différence, il est où le haut de gamme? D'abord, est-ce qu'il existe un géranium haut de gamme en tant que consommateur? Pas du tout persuadé qu'il soit au courant. Et pour le reconnaître, ce n'est pas du tout évident non plus. Donc il va falloir l'aider, ce consommateur, à faire les bons choix. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il existe des signes de qualité officiels. Alors, parmi ceux-ci, vous avez le label rouge. Tout le monde connaît le label rouge. 97% des Français ont déjà acheté ou connaissent le label rouge. Ça a commencé avec le poulet, bien sûr. Ça a continué avec la viande, avec le lait, etc. Aujourd'hui, vous avez également beaucoup de labels rouges dans les fruits et légumes. Et ça commence à arriver en horticulture. C'est un signe qui a plus de 50 ans et qui bénéficie d'un véritable capital de confiance auprès des gens. On a, nous, démarré cette action en 2009 et le premier végétal que nous avons, pour lequel nous avons obtenu la certification, donc c'est le dahlia. Chez nos partenaires distributeurs, des gens comme Truffaut nous disent, quand on a ce label sur un packaging, les gens achètent les yeux fermés. D'abord, ce n'est pas la peine de leur expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, parce qu'ils comprennent tout de suite. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer. Et en plus, ils achètent, ils font confiance. C'est quand même un peu magique. Aujourd'hui, ça fait 4 saisons que nous avons donc mis en place cette action. On a multiplié les ventes de Dahlia Label Rouge par 5. C'est par exemple chez un des principaux producteurs de l'association. Dans ces 10 premières variétés au top 10 de ses ventes, les 10 premières variétés de Dahlia, parmi ces 10, 9 sont des labels rouges. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, ça marche. Aujourd'hui, pour information, on travaille sur le rosier. On espère avoir le label rouge rosier au mois de, milieu d'année, pour la rentrée, septembre. Ça concernera le racine nu, le conditionné, mais aussi le conteneur. On travaille aussi sur le sapin de Noël coupé, donc Norman et Abies. Là aussi, je pense qu'on l'aura peut-être d'ici la fin de l'année, mais ça concernera plutôt la campagne 2016. Parce que là aussi, c'est pareil. Quand vous achetez un sapin sous filet, quand vous avez enlevé le filet, il a quelle allure votre sapin? C'est pas du tout évident. Donc avec ce signe, les gens pourront acheter sous filet. Ils savent qu'une fois qu'ils l'auront déballé, il sera parfait. Ça jouera sur l'esthétique et la fraîcheur. Et puis on travaille aussi sur le géranium, parce que le géranium souffre d'une image vieillissante. Voilà, je vous disais tout à l'heure, c'est pas évident de distinguer le haut de gamme du produit courant. Donc là aussi, il y a un gros travail à faire sur ce produit, qui est important pour vous. Et puis la dernière section qui a été créée, c'est sur les fruitiers. Voilà. Après, on a d'autres projets en cours à venir. Tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut d'abord que les professionnels se réunissent pour écrire un cahier des charges, c'est-à-dire des méthodes de culture qui vont faire que le produit va être d'une qualité supérieure au produit courant. Alors ça discute dur, ça met du temps pour se mettre d'accord sur un cahier des charges pour tout le monde pareil, parce qu'après il faut le respecter. Et puis en général, c'est basé aussi sur un choix variétal. Voilà, c'est pas n'importe quelle variété, il y a des méthodes de culture particulières. Tout ça mis ensemble, ça doit garantir une qualité supérieure. Et l'INAO nous oblige à faire contrôler ça par des consommateurs. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord, on fait tout ce qu'il faut, on présente à des consommateurs en aveugle avec des produits témoins. Si les produits labellisés n'ont pas une meilleure note, largement meilleure que les témoins, il faut qu'on revoie notre copie. Donc voilà, on a intérêt à ce que ça marche. Il faut qu'à l'œil, effectivement, pour eux, ça parle. Alors, autre signe intéressant, c'est plante bleue, vous en avez entendu parler. Alors, autant le label rouge, ça va concerner des produits, autant le plante bleue, c'est une certification d'entreprise. Avec label rouge, on va garantir que le produit est de qualité supérieure, c'est-à-dire qu'une même entreprise, elle peut avoir du dahlia label rouge, c'est son haut de gamme, et du dahlia normal. Là, on va dire, mon entreprise, elle est respectueuse de l'environnement, elle a une démarche soucieuse de l'environnement et respectueuse également de l'homme. Il y a des critères sociétaux également dedans. Aujourd'hui, vous avez 150 entreprises qui sont déjà certifiées.
Donc là, ça a été créé par Valor, c'est reconnu par le ministère, il y a plusieurs niveaux. Et dans les deux cas de figure, il y a un organisme de contrôle qui vient dans l'exploitation pour vérifier qu'effectivement, ce que vous avez déclaré, vous l'appliquez bien sur le terrain. Le dernier petit nez des signes de qualité, voilà, Fleur de France. Donc ça, le logo Fleur de France qui va donc là se mettre en place, c'est un signe, lui, qui garantit l'origine du produit. Voilà, il faut que le produit, alors on parle pas du, on parle du produit à partir du matériel de multiplication. Voilà, ce produit-là, il doit avoir été fait en France. Et donc avec Fleur de France, vous pouvez le faire savoir à vos clients. Il faut savoir que 3/4 des Français, s'ils ont le choix, quand ils sont dans le magasin, entre un produit fabriqué en France et un produit étranger, 3/4 des Français, s'ils ont la possibilité d'avoir la différence, ils achètent le produit français. Pour deux raisons. Parce que du coup, ils savent d'où ça vient, donc c'est la traçabilité qui les intéresse, et aussi parce qu'ils veulent soutenir les entreprises françaises. Donc c'est un élément intéressant. Après, bon, vous avez aussi un autre signe de qualité qu'on appelle l'indication géographique protégée, l'IGP. Vous la connaissez dans les fromages, hein, c'est très utilisé. En horticulture, ça commence à venir. Vous avez en Belgique une IGP sur l'azalée et une IGP sur le laurier qui est en train d'arriver. Également dans les pays de l'Est, une IGP sur de la rose. En fait, là, le principe, c'est de garantir un savoir-faire lié à un terroir. Par exemple, on pourrait imaginer en horticulture d'avoir une IGP, par exemple, sur du mimosa du Var, du magnolia de Nantes, de l'hortensia d'Angers, voilà, des produits qui ont vraiment un plus parce qu'il y a un savoir-faire local qui est connu depuis très longtemps, c'est lié au sol, au climat, enfin voilà, faut expliquer pourquoi, bien sûr, hein, encore une fois, il faut que ça y ait une vraie signification, et c'est ça qu'on peut mettre en avant au travers d'une IGP. Alors, au niveau d'excellence végétale, là, on lance une étude pour voir si c'est vraiment intéressant en horticulture de se lancer là-dedans. On sait que dans les fromages, ça marche bien, mais dans l'horticulture, c'est pas forcément évident. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des effets contraires. Hein. Donc avant de se lancer, on essaie de vérifier tout ça. Parce que j'ai un petit peu interrogé nos amis belges. Pour l'instant, ils ne sont pas encore convaincus. Donc voilà, on va essayer de savoir s'il y a un réel intérêt pour le consommateur. Donc vous voyez, vous avez des outils à votre disposition pour rassurer vos clients. Il faut les utiliser à bon escient et dans une relation sincère. C'est intéressant parce que vos clients qui peuvent être très exigeants et à la limite très virulents s'ils ne sont pas contents, ils peuvent aussi être vos meilleurs alliés. Si vous avez une démarche qui leur plaît, s'ils partagent vos valeurs et autres, ils sont capables de s'engager pour vous. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de projets sympas que les consommateurs soutiennent financièrement par l'intermédiaire de plateformes de financement participatif sur Internet. Vous en avez une qui vient de se créer pour l'agriculture, donc l'horticulture également. Elle s'appelle Mimosa. Et sur cette plateforme Mimosa, vous avez présentation de plusieurs projets. Alors ça peut être pour créer un magasin de fleurs un peu particulier, hein, ou sauver une entreprise en difficulté. Ou voilà, il faut un projet qui ait du sens. Il est présenté, voilà, s'il y a un besoin de 50 000 €, on fait un appel aux gens, et les gens, soit c'est sous forme de prêt, soit c'est sous forme de don, il y a les deux possibilités. Quand on arrive à la somme nécessaire, le projet après peut se mettre en place. Si on n'atteint pas, par exemple, les 50 000 € nécessaires, la plateforme s'engage à rembourser les gens qui ont exprimé leur intention de contribuer. Ouais, c'est un truc qui fonctionne, ça ne fait qu'apparaître aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, c'est très très utilisé, très développé pour soutenir des rénovations de bibliothèques, voilà, des tas de projets qui ont besoin de mécénat en fait. Hein. Mais les entreprises aussi y ont de plus en plus recours et donc ça arrive en France. Voilà ce que je voulais vous dire.